La nuit de la Saint-Sylvestre possède toujours une magie particulière. La ville de Lyon brillait sous les illuminations festives. Les rues résonnaient des rires et des éclats de voix des fêtards. Mais à l'intérieur de l'hôpital de la Croix-Rousse, l'ambiance était tout autre. Les néons blancs éclairaient des couloirs silencieux. Jean-Baptiste, un médecin urgentiste, au visage marqué par les années, regardait la pluie battre contre la vitre de la salle de garde. Il tenait un gobelet de café tiède entre ses mains fatiguées. Ses jeunes collègues rêvaient de retrouver leur famille. Lui n'attendait rien, sa maison était vide. Seul son chat, Figaro, l'attendait dans un appartement sombre. Depuis plus de 15 ans, son cœur était fermé à double tour. Il croyait que le destin l'avait définitivement oublié. Mais cette nuit-là, le son strident de l'alarme des urgences allait briser le silence. Cette nuit-là allait faire voler en éclats le mur de glace qu'il avait construit autour de son âme. Une ambulance arrivait en trombe, et avec elle, le fantôme de son passé allait franchir les portes de la salle de réanimation. Pour comprendre la détresse de Jean-Baptiste, il faut remonter le temps. 20 ans plus tôt, il était un jeune étudiant en médecine plein d'illusions. Il vivait une passion dévorante avec Juliette. Elle était belle, élégante et issue de la haute bourgeoisie lyonnaise. Lui n'était qu'un fils d'ouvrier, brillant mais sans le sou. Leur amour était pur, mais il était condamné. Le père de Juliette, Charles-Henri, un industriel impitoyable, avait d'autres projets pour sa fille unique. Il ne voulait pas d'un simple médecin de quartier, il rêvait d'une alliance stratégique pour son empire financier. Un soir d'automne glacé, Charles-Henri avait brisé les rêves de Jean-Baptiste avec des mots tranchants comme des lames. Il avait emmené Juliette de force à Paris. Quelques mois plus tard, elle était mariée contre son gré à Victor Delacroix. Victor était un requin de la finance parisienne, un homme aux méthodes mafieuses. Jean-Baptiste avait le cœur brisé. Il avait sombré dans le travail pour oublier. Il ignorait les tourments que Juliette subissait dans sa prison dorée. Il ignorait tout des violences et des sombres affaires de Victor, jusqu'à cette fameuse nuit de décembre. La sirène de l'ambulance hurlait dans la nuit lyonnaise. Les gyrophares bleus balayaient les murs humides de la cour de l'hôpital. Jean-Baptiste posa son café. Il courut vers le sas des urgences. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle métallique. Les ambulanciers poussaient un brancard couvert de sang. Une femme gisait, inconsciente. Elle avait été victime d'un terrible accident de voiture sur l'autoroute A6. La pluie avait transformé la route en patinoire. Sa voiture avait percuté un pilier en béton à une vitesse folle. Le bruit des roues du brancard résonnait comme un compte à rebours. L'infirmière en chef criait les constantes vitales. La tension était dramatiquement basse. Jean-Baptiste s'approcha pour intuber la patiente. Ses mains, d'habitude si précises, se figèrent. Sous le sang et les ecchymoses, il reconnut ce visage. Le temps s'arrêta brusquement. Les bruits de la salle de réanimation devinrent sourds. C'était Juliette, son premier amour, la seule femme qu'il avait jamais aimée. Une odeur subtile de jasmin, son parfum de toujours, flottait encore malgré l'odeur du sang et de l'iode. Son cœur manqua un battement. Une vague de panique absolue le submergea. Il devait agir. L'instinct médical prit le dessus sur l'effroi personnel. Jean-Baptiste donna des ordres secs et précis à son équipe. Il fallait l'opérer immédiatement. Le bras droit était gravement fracturé. Un traumatisme crânien menaçait sa vie. Les portes du bloc opératoire se refermèrent sur eux. Sous les puissants projecteurs chirurgicaux, le visage de Juliette semblait de cire. Chaque geste de Jean-Baptiste était guidé par un mélange de terreur et de dévotion. Il réparait les os brisés, il arrêtait les hémorragies. Pendant les 4 heures que dura l'intervention, les souvenirs l'assaillaient. Il revoyait son sourire sur les quais du Rhône. Il entendait son rire résonner dans les ruelles du Vieux-Lyon. Comment le destin pouvait-il être aussi cruel? Pourquoi la ramener à lui sur une table d'opération, aux portes de la mort? Ses collègues ne remarquaient pas ses larmes cachées par le masque chirurgical. La sueur perlait sur son front. Il refusait de la laisser partir. Il se battait contre la faucheuse avec l'énergie du désespoir. Quand le moniteur cardiaque finit par se stabiliser, il poussa un long soupir. Il l'avait sauvée, pour l'instant.
L'aube grise du 1er de l'an se levait sur la ville. Juliette reposait dans la chambre de soins intensifs. Jean-Baptiste retourna dans son petit bureau. Il était épuisé. Ses muscles étaient douloureux. Une infirmière lui apporta les affaires de la patiente dans un sac en plastique transparent. Parmi les vêtements déchirés se trouvait un élégant sac en cuir. Le sac était taché de boue et de sang. En cherchant ses papiers d'identité, Jean-Baptiste découvrit un carnet luxueux à couverture noire. C'était un journal intime. Une force invisible le poussa à l'ouvrir. À l'intérieur de la couverture, une vieille photo glissa sur le bureau. C'était eux, 20 ans plus tôt, souriant lors d'un pique-nique dans les monts d'or. Ses mains se mirent à trembler. Il commença à lire les pages d'une écriture fine et nerveuse. Les mots sautaient aux yeux. C'était une descente aux enfers. Juliette racontait sa vie à Paris. Elle décrivait la trahison de son père. Elle racontait comment elle avait été enfermée dans un immense appartement haussmannien, sans téléphone, sans contact avec l'extérieur. Elle expliquait le chantage odieux qui l'avait contrainte à épouser Victor Delacroix. Les pages suivantes glaçaient le sang de Jean-Baptiste. Juliette décrivait son mariage comme une condamnation à mort. Victor Delacroix n'était pas seulement un homme d'affaires ambitieux, c'était un monstre froid et calculateur. Le journal détaillait ses violences psychologiques, ses maîtresses affichées ouvertement, ses colères destructrices. Juliette vivait dans la terreur permanente. Elle était une potiche de luxe, exhibée lors des soirées mondaines à Neuilly-sur-Seine. Mais le pire restait à venir dans la lecture. Quelques mois plus tôt, Charles-Henri, le père de Juliette, avait été retrouvé mort d'une prétendue crise cardiaque. La mère de Juliette avait suivi peu après, terrassée par le chagrin. Dans son journal, Juliette exprimait ses doutes. Elle avait fouillé le bureau de son mari. Elle avait découvert son coffre-fort secret. Ce qu'elle y avait trouvé dépassait l'entendement. Victor avait commandité le meurtre de ses beaux-parents pour s'emparer de la totalité de leur empire industriel. L'encre de Juliette semblait trembler sur le papier. Elle avait des preuves, des cassettes vidéo de surveillance. Elle avait tout compris de la machination diabolique de son époux. La dernière entrée du journal datait de la veille de l'accident. Juliette y révélait son plan désespéré. Victor était parti en voyage d'affaires à l'étranger. Elle avait volé les cassettes compromettantes. Elle avait pris sa voiture pour fuir vers Lyon. Elle voulait remettre ses preuves à un vieil ami de la famille, un procureur intègre. En lisant ces lignes, Jean-Baptiste eut le souffle coupé. L'accident sur l'autoroute A6 n'en était pas un. Victor avait découvert la fuite. Il avait envoyé ses hommes de main. Le crash était une tentative d'assassinat maquillé. Jean-Baptiste fouilla frénétiquement le sac en cuir. Il renversa tout le contenu sur son bureau, le rouge à lèvres, le portefeuille, les clés, mais aucune trace des cassettes vidéo. Le conducteur de la voiture qui l'avait percuté avait dû fouiller l'épave avant l'arrivée des secours. Le tueur avait récupéré les preuves. Jean-Baptiste prit conscience du danger imminent. Victor Delacroix saurait très vite que sa femme n'était pas morte. L'hôpital n'était pas un refuge. C'était un piège mortel. Il devait la protéger à n'importe quel prix. Il cacha le journal dans la poche intérieure de sa blouse blanche. Un bip insistant retentit dans le couloir. L'infirmière passa la tête par la porte. La patiente reprenait connaissance. Jean-Baptiste courut vers la chambre de réanimation. Les stores étaient rebaissés. La lumière tamisée dessinait des ombres douces sur les murs. Juliette ouvrit lentement les yeux. Son regard était embué par les puissants analgésiques. Elle regarda le plafond blanc. Puis, elle tourna la tête vers l'homme en blouse blanche qui se tenait à son chevet. Son souffle se bloqua. Ses lèvres gercées murmurèrent un prénom. Jean-Baptiste se pencha, saisissant doucement sa main valide. Il lui parla d'une voix basse et rassurante. Il lui confirma qu'elle n'hallucinait pas. La réalité frappa Juliette de plein fouet. La douleur physique se mêla à la douleur morale. Elle demanda immédiatement où était son sac, où étaient les cassettes. Jean-Baptiste dut lui avouer la terrible vérité. Les preuves avaient disparu. Les larmes inondèrent le visage pâle de Juliette. Elle savait ce que cela signifiait. Victor avait gagné. Elle pleura de désespoir, persuadée que ses heures étaient comptées. Elle supplia Jean-Baptiste de la laisser mourir en paix, mais le médecin refusa catégoriquement.
Le lendemain matin, la menace prit une forme humaine. Le service de traumatologie vit débarquer 3 hommes en costume sombre. Leur silhouette massive bloquait la lumière des fenêtres. À leur tête, Marcel. C'était l'homme de confiance de Victor Delacroix, un nettoyeur professionnel au regard vide. Marcel s'adressa à la secrétaire médicale avec une politesse glaçante. Il cherchait sa patronne, Madame Delacroix, victime d'un tragique accident la nuit précédente. Jean-Baptiste sortit de son bureau. Il sentit son estomac se nouer. L'air semblait soudain manquer dans le couloir. Il comprit que Marcel venait pour achever le travail. Il s'avança, le visage fermé, imposant son autorité de médecin-chef. Il demanda à ces inconnus de quitter le service. Marcel sourit finement. Il expliqua que le mari, dévasté par le chagrin, exigeait le transfert immédiat de son épouse vers une clinique privée parisienne. Jean-Baptiste regarda le tueur droit dans les yeux. Il savait que s'il laissait Juliette franchir les portes de cet hôpital, elle n'arriverait jamais vivante à Paris. Il prit une profonde inspiration. Il allait devoir jouer la plus grande scène de sa vie. Il allait devoir mentir avec une conviction absolue. D'une voix grave et faussement désolée, Jean-Baptiste annonça la fausse nouvelle. La patiente n'avait pas survécu à ses blessures. Elle était décédée 1 heure plus tôt d'une hémorragie interne massive. Le silence tomba lourdement dans le couloir de l'hôpital. Marcel ne scia pas. Ses yeux fouillèrent le visage du médecin, cherchant la moindre faille, le moindre tressaillement. Jean-Baptiste soutint le regard sans flancher. Il gardait les mains enfoncées dans les poches de sa blouse pour cacher ses tremblements. Marcel hocha lentement la tête. Une lueur de satisfaction perverse brilla l'espace d'1 seconde dans ses yeux froids. Le problème de son patron était définitivement réglé. Marcel demanda alors à voir le corps pour procéder à l'identification formelle. Jean-Baptiste s'y attendait. Il utilisa le labyrinthe administratif français comme bouclier. Il expliqua que le corps venait d'être transféré à l'Institut médico-légal. La procédure judiciaire pour un accident de la route mortel exigeait une autopsie obligatoire. Le procureur de la République bloquait toute visite. Marcel, habitué à contourner les lois, comprit qu'il ne pourrait pas forcer le passage dans un hôpital public sans créer un scandale. Il décida de se retirer provisoirement. Dès que les portes de l'ascenseur se refermèrent sur les tueurs, Jean-Baptiste sentit ses jambes flageoler. Il s'enferma dans la chambre de Juliette. Elle avait tout entendu. Elle tremblait de tous ses membres. Elle savait que Victor Delacroix ne se contenterait pas de paroles en l'air. Il exigerait des preuves. Il exigerait un enterrement. Jean-Baptiste exposa son plan désespéré. C'était une idée folle, illégale et extrêmement risquée. Il allait la faire disparaître pour de bon. Elle allait devoir renoncer à son nom, à son identité, à sa vie passée. Elle devait devenir un fantôme. Juliette écouta dans le silence. La pluie battait toujours contre les carreaux de la chambre. Elle réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Rester en vie impliquait de mourir aux yeux du monde. Elle accepta, la gorge nouée. Jean-Baptiste sortit de la chambre en courant. Il descendit dans les sous-sols obscurs de l'hôpital. Il se dirigea vers la morgue. Il devait trouver le gardien de nuit, un vieil ami taciturne qui lui devait une faveur. Le compte à rebours était lancé. Chaque minute perdue les rapprochait de la découverte de la vérité par les hommes de Victor. Le sous-sol sentait fortement le formol et le café froid. Le vieux Bernard écouta la requête hallucinante de Jean-Baptiste. Il fallait trouver un corps, une femme, non identifiée, sans famille, morte récemment. Le destin tragique d'une jeune sans-abri, décédée d'une pneumonie 2 jours plus tôt, offrit l'opportunité macabre. Son corps n'avait été réclamé par personne. Jean-Baptiste versa une somme d'argent astronomique à Bernard. Cet argent garantirait son silence éternel. Les 2 hommes procédèrent à l'échange terrifiant dans la chambre froide. Ils falsifièrent les registres hospitaliers, ils modifièrent les empreintes dentaires sur les dossiers médicaux, ils glissèrent le corps de l'inconnu dans la housse mortuaire, au nom de Juliette Delacroix. Jean-Baptiste sentait son âme se tacher d'une noirceur indélébile. Mais c'était le prix de la survie de la femme qu'il aimait. Il remonta dans les étages supérieurs, épuisé, le cœur lourd. Le plus dur restait à faire. Il fallait organiser l'évasion physique de Juliette hors de l'hôpital sans attirer l'attention du personnel soignant.
La nuit suivante, profitant d'une alerte cardiaque dans un autre service, il fit sortir Juliette par l'entrée de service, dissimulée sous une couverture. Jean-Baptiste cacha Juliette dans son propre appartement, au cœur de la presqu'île lyonnaise. Les volets restèrent hermétiquement clos, la lumière du jour ne pénétrait plus dans le salon. Pendant ce temps, la mascarade funèbre se mettait en place. Victor Delacroix n'avait pas fait le déplacement depuis Paris. Il avait envoyé un avocat austère et un représentant des pompes funèbres. L'enterrement eut lieu sous un ciel gris et lourd, au cimetière de Loyasse. Jean-Baptiste observa la cérémonie de loin, caché derrière un grand caveau familial. L'avocat parisien ne se contentait pas de représenter la famille. Il avait un appareil photo. Il prenait des clichés du cercueil, de la pierre tombale provisoire. Il avait même exigé, avant la mise en bière, de voir le visage de la défunte. Heureusement, Jean-Baptiste avait imposé un voile de soie épaisse sur le visage du cadavre, prétextant des blessures faciales insoutenables dues à l'accident. L'avocat avait hésité, puis avait pris une photo à travers le voile. La tension était à son comble. Jean-Baptiste sentait la sueur froide couler dans son dos sous son long manteau d'hiver. Le mensonge tiendrait-il face à l'œil expert d'un paranoïaque comme Victor Delacroix? De retour à l'appartement, Jean-Baptiste trouva Juliette prostrée dans le canapé. Elle regardait le vide. Le silence de l'appartement était oppressant. Jean-Baptiste tenta de la rassurer. Il lui affirma que l'enterrement s'était bien passé. Mais une nouvelle terrifiante vint ruiner leurs minces espoirs. Le téléphone sonna. C'était Luc Renaud, un ami d'enfance de Jean-Baptiste devenu capitaine de la police judiciaire. Luc demandait à le voir de toute urgence dans un café discret des pentes de la Croix-Rousse. Jean-Baptiste s'y rendit le cœur battant. Luc était nerveux. Il alluma une cigarette et annonça la mauvaise nouvelle. La police venait de repêcher le cadavre du conducteur de la voiture de Juliette. Il avait été retrouvé dans un égout, mort d'une hémorragie interne. Mais surtout, le capitaine Renaud révéla que Victor Delacroix avait déposé une plainte. Le milliardaire accusait l'hôpital de fraude. Il affirmait avoir examiné les photos prises par son avocat. Il était persuadé que la femme dans le cercueil n'était pas son épouse. Le monstre parisien avait flairé la supercherie. La police ouvrait une enquête pour profanation de cadavres et disparition inquiétante. Le filet se resserrait dangereusement autour de Jean-Baptiste. La panique s'empara de l'appartement de Jean-Baptiste. S'il restait à Lyon, il serait découvert dans les 48 heures. La police allait perquisitionner. Les hommes de Victor surveillaient probablement déjà les abords du domicile. Il fallait fuir la France. Juliette se souvint d'une amie d'enfance, Chloé, qui vivait en Suisse, au bord du lac Léman. C'était une femme de confiance, mariée à un diplomate. Chloé pourrait lui fournir un refuge sûr, de faux papiers, une nouvelle vie. Jean-Baptiste décrocha le téléphone. La conversation fut brève et cryptée. Chloé comprit immédiatement l'urgence. Elle accepta de cacher Juliette. Le départ fut fixé à la nuit même. Jean-Baptiste fit les bagages en hâte. Il vida son coffre-fort. Il donna toutes ses économies à Juliette. La séparation s'annonçait déchirante. Jean-Baptiste ne pouvait pas partir avec elle. S'ils disparaissaient le même jour, ils signeraient leurs aveux. Il devait rester à Lyon pour faire diversion. Il devait affronter les interrogatoires de la police et essuyer les foudres de Victor. Il acceptait de se sacrifier pour lui offrir la liberté. L'atmosphère dans le salon était chargée d'une tristesse infinie. Leur destin se séparait à nouveau. La gare de Lyon-Pardieu était déserte à cette heure avancée de la nuit. Le brouillard enveloppait les quais. Le train régional en direction de Genève crachait des volutes de fumée blanche. Juliette, vêtue d'un long manteau sombre et d'un chapeau qui cachait son visage, se tenait devant la porte du wagon. Jean-Baptiste posa ses mains sur les épaules de la femme de sa vie. Les mots semblaient infutiles face à l'immensité de leur drame. Juliette pleurait à chaudes larmes. Elle refusait de lâcher sa main. Elle avait peur qu'il ne survive pas à la colère de Victor Delacroix. Jean-Baptiste la serra fort contre son torse. Il lui fit promettre de ne jamais le contacter, de ne jamais regarder en arrière. Pour sa propre sécurité, il devait ignorer où elle se trouvait exactement. Le sifflet du chef de gare retentit. C'était le son d'une guillotine sur leur amour. Juliette monta dans le train. Les portes se fermèrent
dans un claquement sinistre. Jean-Baptiste resta sur le quai, immobile sous la lumière blafarde des lampadaires. Il regarda les feux rouges du train s'éloigner et disparaître dans le brouillard épais. Son cœur venait de s'arrêter une seconde fois. Il était de nouveau seul au monde. Les semaines qui suivirent furent un enfer de tension. Le capitaine Luc Renault convoqua Jean-Baptiste au commissariat central. L'interrogatoire dura des heures. Le policier soupçonnait son ami. Les preuves de la falsification du registre de la morgue commençaient à s'accumuler. Parallèlement, des voitures aux vitres teintées stationnaient régulièrement en bas de l'immeuble du médecin. Les hommes de Marcel maintenaient une pression psychologique constante. Jean-Baptiste vivait dans la paranoïa. Chaque bruit de pas dans l'escalier le faisait sursauter. Finalement, Luc Renault, par loyauté envers leur amitié passée, laissa glisser l'enquête. Les preuves manquaient pour prouver formellement le remplacement du corps. Victor Delacroix, frustré, finit par rappeler ses molosses à Paris. Les affaires de la capitale réclamaient son attention cruelle. Mais Jean-Baptiste savait qu'il n'était plus en sécurité à Lyon. Son nom était marqué au fer rouge. Il prit une décision radicale. Il remit sa démission à la direction de l'hôpital. Il vendit son appartement en urgence. Il empaqueta ses maigres affaires et son chat. Il prit la route de l'exil, cherchant un endroit où personne ne viendrait jamais le chercher, un bout du monde au cœur de la France. Son exil le conduisit dans les Alpes françaises, dans le petit village isolé de Saint-Véran, perché à plus de 2000 mètres d'altitude. L'hiver y était rude, implacable. Les toits de l'Oise disparaissaient sous des mètres de neige. Jean-Baptiste prit le poste de médecin de campagne. Sa vie devint une routine austère. Il soignait les bûcherons blessés, les enfants enrhumés, les personnes âgées isolées. Les paysages grandioses et glacés correspondaient parfaitement à l'état de son âme. Le vent hurlait dans les cheminées, couvrant le silence de sa solitude. Il n'avait aucune nouvelle de Juliette. Il ignorait si elle était vivante, si elle avait pu refaire sa vie. Chaque nuit, il priait pour qu'elle soit heureuse, loin du danger. Les années commencèrent à filer. Lentement, la douleur aiguë de la séparation se transforma en une mélancolie sourde. Les habitants du village adoptèrent ce médecin taciturne mais dévoué. On respectait ses silences, on appréciait sa compétence. La beauté sauvage des montagnes l'aidait à oublier la cruauté des hommes de la vallée. Il pensait finir ses jours ainsi, comme un ermite soignant les corps à défaut de pouvoir guérir son propre cœur. C'est dans ce désert blanc qu'il rencontra Sophie. Elle était la jeune institutrice du village. Avec ses cheveux bouclés et son rire cristallin, elle apportait de la lumière dans les longs mois d'hiver. Elle était douce, patiente, elle avait deviné les blessures cachées du médecin. Sophie ne lui posait jamais de questions sur son passé. Elle se contentait d'être présente. Au fil du temps, une tendresse sincère s'installa entre eux. Jean-Baptiste, épuisé par sa propre solitude, finit par baisser la garde. Ils se marièrent discrètement à la petite mairie du village, entourée des montagnards. Jean-Baptiste croyait pouvoir enfin connaître une forme d'apaisement. Mais un drame secret rongeait Sophie. Elle lui avoua un soir, au coin du feu, qu'elle ne pourrait jamais lui donner d'enfant. Une ancienne infection mal soignée l'avait rendue stérile. Elle pleurait, craignant de le décevoir. Jean-Baptiste la prit dans ses bras. Il la consola avec tendresse. Il n'avait que faire d'une descendance. Il cherchait juste un havre de paix. Pendant 8 années, ils vécurent heureux. Une existence simple, rythmée par les saisons, les avalanches et les rentrées scolaires, jusqu'au jour où la malédiction frappa de nouveau. Le printemps dans les Alpes est parfois d'une violence inouïe. La fonte des neiges transforme les ruisseaux tranquilles en torrents furieux et dévastateurs. Un après-midi de mai, alors que Jean-Baptiste consultait au dispensaire, la sirène d'alarme du village retentit. Un enfant, un des élèves de Sophie, avait glissé sur les rochers humides et était tombé dans les eaux bouillonnantes du Guil. Sophie, qui rentrait de l'école, n'avait pas hésité une seconde. Elle avait plongé dans l'eau glaciale pour sauver le petit garçon. Elle avait réussi à pousser l'enfant vers la berge, où des villageois l'avaient attrapé. Mais le courant, d'une force titanesque, avait emporté l'institutrice.
Elle avait violemment heurté un rocher. Jean-Baptiste arriva en courant sur la rive. Il assista, impuissant, au drame. Les villageois repêchèrent le corps inanimé de Sophie plusieurs centaines de mètres plus bas. Le médecin tenta l'impossible. Il pratiqua un massage cardiaque pendant 1 heure sous la pluie battante, mais le regard de Sophie était figé. L'eau glacée avait eu raison d'elle. Le destin s'acharnait. Jean-Baptiste hurlait de désespoir au milieu des montagnes. Il était maudit. Tous ceux qu'il aimait finissaient par mourir. Les funérailles de Sophie furent d'une tristesse absolue. Tout le village pleurait l'héroïne. Jean-Baptiste se tenait devant le cercueil en bois de mélèze, l'âme brisée. Il refusait les condoléances. Il refusait de manger. Il s'enferma dans son chalet. Il comprenait maintenant qu'il était condamné à la solitude. La souffrance l'isolait du reste du monde. Les mois passèrent dans une apathie totale. Un soir de novembre, alors que la première neige recouvrait le village, il alluma machinalement son petit poste de télévision. Les nouvelles nationales diffusaient des images chocs en provenance de Paris. Une carcasse de voiture de luxe fumait au milieu de l'avenue Foch. Le journaliste annonça une nouvelle fracassante. Victor Delacroix, le puissant et redouté homme d'affaires, venait de périr dans l'explosion de son véhicule. Un règlement de compte lié au grand banditisme. Une guerre des gangs implacables venait d'éliminer le monstre. Jean-Baptiste regardait l'écran, pétrifié. Le cauchemar prenait fin dans un bain de sang. La mort de Victor signifiait que la menace qui pesait sur Juliette n'existait plus. L'homme qui les traquait n'était plus qu'un tas de cendres fumantes sur le pavé parisien. Cette nouvelle électrochoc réveilla Jean-Baptiste de sa léthargie. Le lendemain, il redescendait dans la vallée pour la première fois depuis des années. Il trouva une cabine téléphonique. Il appela Luc Renaud à Lyon. Le capitaine de police confirma les informations. L'empire criminel de Delacroix s'effondrait. Marcel, le chef de la sécurité, avait été abattu 3 jours plus tard dans un parking souterrain. L'horizon s'éclaircissait brutalement. Jean-Baptiste sentit une folle espérance renaître dans son cœur meurtri. Et si Juliette était toujours en vie? Et si le moment était enfin venu de la retrouver? Il fit ses valises, salua les montagnards avec émotion et quitta définitivement Saint-Véran. Il retourna à Lyon. La ville avait changé, mais les souvenirs restaient intacts. Sa première mission fut de retrouver la trace de Chloé, l'amie suisse de Juliette. Il passa des semaines à éplucher les registres, à contacter des connaissances communes, à payer des détectives privés. Mais l'enquête se heurta à un mur de silence. Le mari diplomate de Chloé avait été muté en Asie. La famille avait quitté Genève depuis longtemps. Juliette s'était évaporée dans la nature. Les mois de recherches effrénées se transformèrent en années d'attente vaine. Jean-Baptiste avait épuisé toutes les pistes. Il reprit son poste aux urgences de la Croix-Rousse. Ses collègues retrouvèrent un médecin encore plus silencieux et grisonnant. Il consacrait toute son énergie à sauver des vies pour compenser celles qu'il n'avait pas pu protéger. Il habitait un appartement modeste avec son vieux chat Figaro. Les anniversaires passaient, les saisons défilaient. Il avait fini par accepter la cruelle réalité. Juliette était perdue à jamais. Peut-être qu'elle avait refait sa vie. Peut-être qu'elle avait oublié l'urgentiste qui lui avait sauvé la mise au prix de son propre bonheur. Jean-Baptiste refusait les avances des infirmières et des femmes qu'il croisait. Il portait le deuil de ses amours brisés. La ville de Lyon, avec ses brumes matinales et ses bouchons chaleureux, devenait le théâtre de sa résignation. Il avait presque 60 ans. La retraite approchait. Il se préparait à vieillir seul, bercé par la douce nostalgie d'un passé douloureux. Son seul refuge restait le travail acharné au sein des urgences hospitalières. Nous voilà de retour à cette fameuse nuit de la Saint-Sylvestre, celle par laquelle cette histoire a commencé. Il était 3 heures du matin. Les urgences de Lyon connaissaient une courte accalmie. Les fêtards blessés et les comas éthyliques affluaient moins vite. Jean-Baptiste buvait son mauvais café en regardant la pluie. Soudain, le standardiste des ambulances lui fit signe. Une intervention à domicile était requise. Une chute accidentelle dans un riche appartement du 6e arrondissement de Lyon. Une femme d'une 60aine d'années s'était possiblement fracturé le fémur. La zone était calme, l'équipe d'intervention était fatiguée.
Jean-Baptiste décida de les accompagner pour se changer les idées et fuir l'atmosphère pesante de la salle de garde. Le véhicule du SAMU fendit les rues désertes et humides. Ils arrivèrent devant un immeuble cossu, près du parc de la Tête d'Or. L'ascenseur en fer forgé les monta jusqu'au dernier étage. Une voisine affolée les attendait sur le palier. Elle expliqua que son ami avait glissé sur le parquet ciré en allant chercher une bouteille de champagne. L'ambiance était luxueuse et feutrée. Jean-Baptiste franchit la porte du grand salon. La lumière des lustres en cristal l'éblouit un instant. Une femme gémissait de douleur sur un vaste canapé de velours blanc. Son genou était recouvert d'une serviette ensanglantée. Elle cachait son visage dans ses mains, tremblante de souffrance. Jean-Baptiste s'approcha, posant sa mallette médicale sur la table basse. L'infirmière commença à préparer la perfusion dentalgique. Jean-Baptiste se pencha sur le genou, analysant la déformation avec l'œil expert du traumato. Il posa sa main sur la cheville de la patiente. Le contact fut électrique. La femme laissa échapper un sanglot et écarta les mains de son visage. Elle tourna la tête vers le médecin. Le temps s'arrêta une troisième fois dans la vie de Jean-Baptiste. Sous les cheveux, désormais parsemés de fils d'argent, sous les légères rides dessinées par le temps et les épreuves, les yeux étaient les mêmes. Ses grands yeux noisettes, profonds et tragiques. Le souffle du médecin se coupa net. Le gobelet de désinfectant qu'il tenait lui échappa des mains et rebondit sur le tapis perçant. « Jean-Baptiste, » murmura-t-elle. Sa voix était brisée, presque inaudible. L'infirmière, surprise par cette soudaine familiarité, s'interrompit. Jean-Baptiste était tétanisé. Il n'en croyait pas ses yeux. Il crut à une hallucination provoquée par la fatigue et la solitude de la nuit du Nouvel An. Mais la main de la femme se tendit pour saisir la manche de sa blouse. C'était bien elle. Juliette, 20 ans après sa fuite désespérée sur le quai de la gare de la Part-Dieu. Les larmes jaillirent instantanément des yeux du vieux médecin. Il oublia le protocole. Il oublia la douleur du genou. Il s'agenouilla près du canapé, prenant le visage de Juliette entre ses mains tremblantes. Il examinait chaque trait, chaque cicatrice de l'âme inscrite sur sa peau. Juliette pleurait à chaudes larmes, oubliant sa fracture. Elle s'accrochait au cou de Jean-Baptiste avec l'énergie du désespoir. Elle répétait son prénom comme une litanie sacrée. L'infirmière et la voisine assistaient à cette scène bouleversante, figée d'incompréhension. Une émotion brute, sauvage, irradiait dans tout le salon bourgeois. La boucle du destin venait de se refermer. Jean-Baptiste demanda à son équipe de redescendre, attendre dans l'ambulance. Il devait rester seul avec la patiente pour l'examiner. Quand la porte de l'appartement se referma, le silence se fit lourd de non-dits. Il réduisit prudemment la luxation de son genou, injectant les analgésiques. Tout en la soignant, il écoutait le récit de ses 20 dernières années. Juliette raconta sa fuite en Suisse, la terreur constante d'être retrouvée, son départ pour l'Espagne, où elle s'était cachée sous un faux nom. Elle avait épousé un homme bon, un viticulteur andalou, décédé quelques années plus tôt. À la mort de ce dernier, ayant appris la disparition de Victor Delacroix dans la presse française, elle avait décidé de revenir mourir sur ses terres natales, à Lyon. Elle lui avoua qu'elle avait cherché à le contacter. Elle avait envoyé 2 lettres désespérées à son ancienne adresse lyonnaise. Mais Jean-Baptiste avait vendu l'appartement depuis longtemps pour fuir vers les Alpes. Les courriers s'étaient perdus. Le destin, si cruel, s'était amusé à croiser leurs chemins de la pire des manières, jusqu'à cette miraculeuse nuit de la Saint-Sylvestre. Juliette regardait les mains ridées du médecin, ces mains qu'il avait sauvées de la mort, et qui maintenant la soignaient à nouveau. Elle lui demanda s'il avait été heureux, s'il avait construit une famille. Jean-Baptiste baissa la tête. Il lui confia la mort tragique de Sophie dans les montagnes. Il lui avoua qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer, que chaque jour depuis son départ dans ce train brumeux avait été une torture sourde. Juliette caressa la joue de Jean-Baptiste. Une lueur étrange, mélange de joie et de profonde tristesse, s'alluma dans son regard. Elle murmura qu'elle avait un immense secret à lui révéler, un secret gardé pendant 20 ans, caché sous le soleil brûlant de l'Andalousie. Jean-Baptiste fronça les sourcils, inquiet de cette soudaine gravité. Juliette sortit son téléphone portable de la poche de son gilet. Ses doigts tremblaient sur l'écran lumineux.
elle ouvrit la galerie de photos et chercha un cliché précis. Elle tendit l'appareil au vieux médecin. Son cœur battait à tout rompre. L'écran affichait la photo d'un jeune homme souriant d'une vingtaine d'années, en blouse blanche. Jean-Baptiste plissa les yeux derrière ses lunettes de vue. Il détailla le visage du jeune homme sur l'écran. Il avait des cheveux châtains en bataille, un regard vif, une petite fossette sur le menton. Et surtout, il avait une tache de rousseur très spécifique au-dessus du sourcil gauche. La respiration de Jean-Baptiste s'accéléra brutalement. Il connaissait ce visage. C'était le sien, 30 ans plus tôt. C'était un reflet parfait de sa propre jeunesse. Il releva lentement les yeux vers Juliette. Son esprit rationnel de scientifique refusait d'y croire, mais son instinct hurlait la vérité. Juliette hocha la tête, les yeux brillants de larmes de joie. La veille de son terrible accident de voiture, avant qu'elle ne prenne la route de Lyon avec les preuves volées à son mari criminel, elle savait. Elle portait déjà la vie en elle. La brève mais intense étreinte qu'elle avait partagée avec Jean-Baptiste des mois auparavant, lors d'une rencontre secrète, avait porté ses fruits. Victor, stérile et indifférent, n'avait jamais rien su. Le jeune homme sur la photo était son fils, l'enfant de leur amour foudroyé. L'électrochoc fut total. Jean-Baptiste laissa échapper le téléphone sur le canapé. Il se prit la tête entre les mains, terrassé par l'ampleur de la révélation. Un fils. Il avait un fils. L'univers entier venait de basculer. Juliette lui expliqua que le jeune homme s'appelait Léo. Il ignorait tout de la véritable identité de son père biologique. Elle lui avait raconté que son père était un médecin français, mort héroïquement dans un accident peu avant sa naissance. Le destin, ironique et magnifique, avait poussé Léo à embrasser la même vocation. Il terminait actuellement son internat de médecine à Paris. Il devait arriver à Lyon le lendemain matin par le premier TGV pour souhaiter la bonne année à sa mère. Jean-Baptiste pleurait sans retenue. Les larmes lavaient les décennies de solitude et d'amertume. Il n'était plus seul. Il allait devenir père à l'aube de ses 60 ans. Il serra Juliette contre lui avec une force inouïe. Il lui jura que cette fois, rien ni personne ne les séparerait. Il la protégerait, elle et leur fils, jusqu'à son dernier souffle. Le lendemain matin, la gare de Lyon-Perrache grouillait de voyageurs matinaux. Jean-Baptiste et Juliette attendaient sur le quai numéro 3. Le genou de Juliette était solidement bandé. Elle s'appuyait sur une béquille d'un côté et sur le bras puissant de Jean-Baptiste de l'autre. Le TGV en provenance de Paris entra en gare dans un crissement aigu. Les portes s'ouvrirent. Léo descendit sur le quai, un sac de voyage sur l'épaule. Il aperçut sa mère et se figea en voyant l'homme en manteau gris qui la soutenait, l'homme qui le regardait avec une intensité dévorante. Jean-Baptiste s'avança. Ses jambes étaient lourdes, mais son cœur était léger comme une plume. Léo posa son sac. La ressemblance physique entre les deux hommes frappa les voyageurs alentour avec la force d'une évidence. Jean-Baptiste tendit une main tremblante. Il laissa sa voix grave briser le silence gêné. Il se présenta comme un très vieil ami de sa mère. Mais le regard de Léo passa du visage de l'urgentiste à celui de Juliette. Le jeune interne en médecine analysa les traits du vieil homme, la fossette, la cicatrice. Il comprit en une fraction de seconde. Les mots devinrent inutiles. Léo ignora la main tendue. Il fit un pas en avant et prit Jean-Baptiste dans ses bras. Une étreinte puissante, maladroite, bouleversante. Le vieux médecin enfouit son visage dans l'épaule de son fils, respirant son odeur. Les larmes inondèrent le quai de la gare. Les fantômes du passé, les ombres de Victor Delacroix, la glace de la montagne et les hivers solitaires s'évaporèrent dans cette étreinte fondatrice. La famille était enfin réunie. Jean-Baptiste et Juliette rentrèrent chez eux, entourés de Léo et de sa jeune épouse. Le soir même, lors de la relève de la garde à l'hôpital de la Croix-Rousse, Jean-Baptiste entra dans la salle de repos avec un sourire rayonnant qui surprit toute l'équipe. Il n'était plus l'ours taciturne usé par le temps. Il était un homme nouveau. L'infirmière qui l'avait accompagné lors de cette incroyable nuit le félicita discrètement. Jean-Baptiste remercia le ciel. Le long et terrible hiver de sa vie venait de se terminer. Le printemps fleurissait enfin dans son âme ressuscitée.
L'histoire de Jean-Baptiste et de Juliette est la preuve éclatante que le véritable amour défie le temps, la folie des hommes et même la mort. Des ruelles sombres de Lyon au sommet glacé des Alpes, en passant par les complots macabres de la haute bourgeoisie parisienne, leur destin semblait maudit. Et pourtant, la force de la vie et le hasard foudroyant d'une nuit de la Saint-Sylvestre ont triomphé de la noirceur. Jean-Baptiste a pu enfin exercer le rôle de père, transmettant sa passion de la médecine à Léo. Juliette a retrouvé la lumière auprès du seul homme qui n'a jamais cessé de l'aimer. Leurs blessures ne disparaîtront jamais totalement, mais elles sont aujourd'hui la preuve de leur inébranlable résilience. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire de résilience et d'amour inconditionnel vous a touché, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos prochains récits captivants. Prenez le temps de laisser un commentaire. Que feriez-vous si le grand amour de votre jeunesse réapparaissait soudainement 20 ans plus tard à l'occasion d'une nuit de fête ?